Les entreprises face aux limites planétaires et à l'anthropocène, bonjour. La semaine dernière, nous avons reçu Philippe Zawati qui a parlé de la réaction éventuelle des riches et des puissants face au risque d'effondrement. Il a aussi parlé de l'adaptation de la finance à un monde en décroissance. Cette semaine, on va parler de l'univers de la montagne avec Valérie Pommier. Bonjour Valérie. Bonjour Cyrus. Valérie, tu es déjà passée sur Plan B. Tu es fondatrice de l'association Résilience Montagne qui accompagne, on va dire, nourrit le dialogue entre les acteurs de la montagne, notamment en vue de l'adaptation au changement climatique. Tu es un petit peu passé de l'autre côté de la barrière après toute une carrière plutôt à encourager le tourisme alpin. Voilà, avant de te rendre compte des limites. Donc là, en parlant de limites, ce sera l'occasion de parler d'eau, d'électricité, de pétrole, d'avion, et pas que de l'économie du ski, surtout si celle-ci doit décroître au vu du changement climatique. On va parler de tout l'univers vraiment de ce qui tourne autour de la montagne, y compris sur les aspects eau, qui contraignent y compris le monde aval. Avant de te laisser la parole, j'ai coutume de démarrer avec quelques posts et articles qui ont retenu mon attention cette semaine. Et ben, je vais être amené à revoir mon introduction concernant cette histoire d'anthropocène, un terme qui est contesté, potentiellement à raison, par quelqu'un comme Philippe Oberlé, on va dire la branche anarcho-primitiviste de LinkedIn. On diverge sur pas mal de points de vue, ça ne l'empêche pas de dire des choses intéressantes. Il parle notamment de l'invasion de nos vies par les machines et bientôt par l'IA, et il se dit au passage, je le cite, les machines se foutent pas mal du changement climatique, de la pollution de l'eau, de la terre et de l'air. Une machine, ça fonctionne dans des conditions hostiles à toute forme de vie organique, à Fukushima, dans l'espace ou sur Mars. C'est pourquoi il vaudrait mieux parler de machinocène ou de technocène plutôt que d'anthropocène. Ça collerait mieux à la réalité. Désigné par l'âge des humains, une époque où la probabilité de survie des humains baisse à mesure que la technologie progresse, ça paraît assez grotesque. Effectivement, propos qui m'a donné du grain à moudre. On verra si je change l'intro. Anthropocène, machinocène, capitalocène, enfin il y a des débats sur ces mots-là. Pour parler d'un article de Ouest France qui va être plus directement lié à nos sujets, Valérie, je vous le mets en lien. Le titre, les glaciers suisses sont le château d'eau de l'Europe, mais jusqu'à quand? J'en lis quelques extraits, c'est assez passionnant. Les Alpes suisses centrales concentrent les sources des rivières qui alimentent les 4 bassins majeurs du continent européen. Le Rhône, le Rhin, l'Inn qui se jette dans le Danube et le Tessin qui alimente le Pô en Italie, détaille le climatologue Martin Beniston de l'Université de Genève. Martin Beniston peut-être. Bon. Un manque de neige sur ces sommets entraîne des conséquences immédiates et sensibles en aval. Regardez les agriculteurs de la plaine du Pô qui s'arrachent les cheveux actuellement. Le fleuve qui était presque à sec l'été dernier, après la sécheresse, est toujours à son plus bas niveau à cause du manque de précipitations de l'hiver. Fin de citation du climatologue. Plus loin dans l'article, les glaciers suisses disparaissent. Les 4000 glaciers suisses sont menacés. 500 ont déjà disparu depuis le début de l'ère industrielle. En septembre 2019, scientifiques et locaux en tenue de deuil ont dit adieu au Pisol. Ce glacier situé à 2700 mètres d'altitude, à la frontière de l'Autriche et du Liechtenstein, couvrait une large cuvette de montagne au début du siècle dernier. Il s'est évaporé. Une guerre de l'eau en Europe? Point d'interrogation. Le continent européen, une terre riche en eau et clémente pour l'humanité jusqu'ici, est en grand danger. Plus de 150 millions de personnes vivent dans les 4 bassins majeurs de l'Europe et dépendent des eaux suisses. L'actualité de l'été 2022 a été dominée par les tensions pour l'accès à l'eau et les répercussions économiques de la pénurie. Même bien partagée, de l'eau qui se raréfie reste une problématique majeure. Ouvrez à niveau des guillemets pour la citation du climatologue suisse, l'agriculture, l'hydroélectricité, des secteurs importants des économies régionales et nationales sont touchés et cela ne va pas s'arranger. Fermez les guillemets. Et enfin, dernier passage, cependant, la plus ancienne démocratie du monde, donc la Suisse, n'est pas différente des autres. L'Union démocratique du centre, le parti conservateur au pouvoir, ne voit pas pourquoi la petite Suisse, dont les 2 tiers des habitations sont tout de même encore chauffées au mazout, se saignerait aux 4 veines pour des objectifs climatiques mondiaux. On a déjà eu un vote pour réduire le CO2 refusé à peu de voix il y a 2 ans. Il prévoyait une augmentation progressive de 12 centimes d'euros sur le litre de carburant. Honnêtement, pour un portefeuille suisse moyen, ce n'est pas beaucoup, regrette le climatologue. Fin de citation, ça plante le contexte comme quoi voilà, il est loin de ne s'agir que de ski. Je vais te laisser, Valérie, voilà, prolonger la discussion telle que tu le veux. Vaste sujet, effectivement, parce que on parle de l'eau
qui est le sujet qui fait grincer des dents. Il est vrai qu'en montagne, on a coutume de dire, et c'est prouvé, que les Alpes sont les châteaux d'eau de l'Europe. Quand on parle de château d'eau, c'est la ressource en eau potable, donc les usages qu'on en fait. Un glacier, quand il fond, peut mettre à mal effectivement, à terme, la ressource en eau potable. On peut dire que lorsqu'on parle d'un glacier qui est qui est en montagne, il convient aussi de rappeler qu'on parle de bassin versant. Un bassin versant, c'est un territoire qui est drainé par un même cours d'eau et ses affluents. Il peut être effectivement du haut des glaciers en bas des vallées. Il est délimité, on dit, par des lignes de partage des eaux, les bassins versants. Et on parle également de tous ces bassins versants, et bien des glaciers, des sources, des torrents, des rivières. Par exemple, le bassin versant du Rhône, on peut dire que c'est un bassin versant qui parle des glaciers du Suisse, des glaciers du Rhône, jusqu'au au Rhône, notre fleuve. Donc quand on atteint les bassins versants, quand on parle d'une ressource en eau menacée, on parle de tout ça. On parle de tout. Le cycle de l'eau. On parle de capter les sources. On parle de stress hydrique, on parle de débit trop faible. Quand un débit est trop faible, il y a un impact aussi sur la biodiversité et les paysages, et plus globalement sur la vie. C'est tout ça en fait. Et quand on dit l'eau, c'est la vie, alors là, on est en plein cœur du sujet. Hmm. Peut-être pour prolonger la discussion sur les contraintes en eau qui pèsent sur le monde de la montagne, donc il y a le changement climatique, donc un enneigement de plus en plus faible, des fois où il pleut plutôt que de neiger, et donc la pluie affaiblit la neige qui s'est déjà tassée. Euh, voilà, on entend parler beaucoup de conflits d'usage entre les canons à neige et d'autres usages en aval. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Oui, on entend beaucoup de choses en fait, parce que c'est vraiment un sujet qui fasse. On a tous besoin de notre ressource en eau, et tous avec différents usages, avec des consommations différentes. Et il y a peut-être un moment, il va falloir définir les usages de l'eau. Qui, d'un domaine skiable de France, de France ou alpin globalement, qui d'un agriculteur, d'une usine hydroélectrique, de l'industrie, du particulier, qui à un moment va avoir peut-être une priorité sur l'eau ou sur ses usages ou sa consommation. En France, par exemple, quand on parle de neige artificielle, c'est de l'eau, effectivement, on entend dire souvent, oui, c'est l'eau qui est empruntée et rendue à la nature. Pas vraiment, on perd beaucoup d'eau. Quand on utilise de la neige artificielle, il faut en amont un gros stock d'eau. On parle là de ces temps-ci des bassines. On est plein dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qu'une bassine en montagne? Globalement, généralement, ce n'est pas un trou qui est rempli par ruissellement, ou alors à la marge, vraiment à la marge. Principale bassine qu'on connaît pour destinée à l'enneigement artificiel, c'est de l'eau de captage de sources. On capte des sources, quelquefois même directement des torrents et des rivières. On fait, à grand renfort d'énergie, qui est aussi un sujet, on fait acheminer cette eau captée dans ce bassin, et on décide que ce bassin est destiné à couvrir les domaines skiables pour permettre un enneigement suffisant. Quand on capte l'eau d'une rivière ou d'une source ou d'un torrent, on a un risque d'assèchement de rivière. Les études d'impact généralement le mettent en avant, risque d'assèchement d'un cours d'eau. Quand un cours d'eau a un risque d'assèchement, ou quand il est asséché parce que les débits seraient trop faibles, alors on y tue toute vie piscicole, et on y tue aussi énormément de biodiversité. L'eau, on ne peut pas dire qu'elle est empruntée et restituée non plus, parce que dans un cours d'eau, par exemple dans une bassine, l'eau s'évapore. Il y a certaines études qui vont jusqu'à 30-40% d'évaporation d'une bassine. Ce n'est pas de l'eau qu'on restitue dans le milieu directement, alors que les milieux de montagne ont besoin de cette eau pour vivre, vraiment vivre, les écosystèmes qui dépendent. Donc on modifie aussi les bassins versants. Quand on assèche, ou quand il y a un risque d'assèchement de torrent, alors on assèche le bassin versant, ou on le modifie. Quand on capte trop d'eau dans une source en haut,
La rivière est amoindrie par son débit. Cette rivière se jette dans un fleuve, généralement le Rhône, et le Rhône ailleurs. Donc, en fait, on impacte tout le bassin versant et tout ce qu'on appelle les cycles de l'eau. Mhm. Autre chose, quand on capte une eau qui est en montagne pour la mettre dans ses bassines, en sortie de source, elle est quasi propre, quasi propre. Quand elle va dans une bassine, elle est dans un espèce de liner, elle est plus potable du tout, elle croupit. Donc en fait, c'est de l'eau qui devient de l'eau propre, qui devient impropre à la consommation, et pour les humains, et pour le bétail. Une vache ne boit pas l'eau d'une bassine en l'état. Donc, il faudrait On assainir, alors qu'elle était potable Il à la faut, base. alors en fait, on parle d'usines d'ultrafiltration, de centrales de potabilisation. Tout ça, c'est aussi beaucoup d'énergie. Ce qui est très dommage quand l'eau est quasi propre en fait en sortie de source. C'est juste en fait, qu'est-ce qu'on fait de cette eau qui est quasi potable, que l'homme rend impropre à la consommation humaine et animale en la faisant stagner dans ses retenues. Là, actuellement, alors on parle plutôt de retenues d'altitude ou de bassines. Des retenues collinaires, ce serait plutôt des retenues remplies par ruissellement, mais qui sont vraiment à la marge. Hein. Hmm. Donc, qu'est-ce qu'on fait de l'eau finalement, qui est un peu l'eau de tous, puisque comme on l'a dit avant, et comme tu l'as bien dit dans ce reportage, dans cet article, les montagnes et les glaciers sont les châteaux d'eau de l'Europe. Hmm. Euh, pour prendre la chose par un angle de ce que disent les stations de ski qui veulent prolonger le modèle du, on va dire, tout ski, sachant que certaines ont déjà fait leur deuil et déjà fermé, et d'autres se disent on va bien devoir finir par fermer, et d'autres nous disent non mais on peut encore tenir un moment, je ne sais pas si c'est un demi-siècle ou quoi, mais effectivement rien que tenir un demi-siècle de plus, ça permet de s'adapter plus lentement, quand bien même ce serait à terme condamné, bon bah gratter encore quelques décennies, c'est pas rien, parce qu'on parle quand même de beaucoup d'emplois. Et ils avancent le fait que ben, l'Italie, l'Autriche, la Suisse, etc., ont davantage que la France recours à l'enneigement artificiel, que nous, finalement, on fait très peu. Eux le font beaucoup et on devrait prendre leur exemple. J'imagine que c'est des débats que tu as régulièrement. Et quels sont les termes du débat? Oui, bah, les termes du débat, on rentre en plein dans ce qu'on appelle la compétitivité. Euh, pour que les domaines skiables français restent compétitifs avec les domaines des voisins, Suisse, Autriche, Italie, alors qui sont eux effectivement enneigés artificiellement à des hauteurs bien plus que la France, en fait, bien plus élevées que la France. On a peur qu'une clientèle qui ne trouverait plus son bien, qui est la neige, en France, eh bien, aille dans les pays voisins. L'Italie est à 90% d'enneigement artificiel, de taux de couverture en neige artificielle. 90%. Euh, alors si on réfléchit juste un peu, donc elle capte, comme on a dit avant, les sources et certains torrents pour alimenter ces retenues qui servent à la neige artificielle pour atteindre les 90%, alors qu'on parle d'une plaine du Pô en stress hydrique, c'est la même eau, hein, donc c'est juste qu'est-ce qu'on fait des usages de l'eau. La Suisse, la Suisse, on va dire entre, de mémoire, 60-70% de couverture, de taux de couverture. L'Autriche un peu plus. Juste Et pour être la sûr de France, comprendre, c'est-à-dire que 60-70% de leurs kilomètres de piste sont recouverts de neige artificielle, c'est ça que ça veut dire? en ouais, taux de couverture en neige artificielle Ok, du pays, on va dire, globalement. Hein. ok. Sachant que très ponctuellement, sur une station, on peut avoir 90%. Hmm. En France, on parle d'un taux de couverture en neige artificielle à 38% environ, un petit peu moins de 40%. Mhm. Mais le projet actuel qui est en cours, c'est bien d'augmenter les taux de couverture en neige artificielle des domaines skiables français dans leur globalité pour atteindre, on va dire, une moyenne de 70%. On est bien en train de parler aujourd'hui de monter de 30 points les taux de couverture en neige artificielle avec la problématique qu'on a soulevée avant. Il y a des stations en France qui sont enneigées à bien plus que ça. Font-Romeu. Font-Romeu dans les Pyrénées, 93% de taux de couverture en neige artificielle. 93%. Ce qui est énorme. Et ce qui est fou quand on pense. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, le directeur de la station ou le maire ou les deux se vantait d'avoir une saison de ski finalement de cette année sauvée grâce à l'enneigement artificiel. Sur le même bassin versant, on avait 4 communes en bas
qui sont pas très loin de cet enneigement artificiel, qui n'avaient plus d'eau au robinet. Alors, est-ce qu'il y a un lien direct? Pas, si on coupe les robinets de l'enneigement artificiel, il n'est pas évident que les robinets d'en bas des utilisateurs de l'eau aient coulé. Mais en fait, c'est complètement lié. On siphonne de l'eau pour des usages récréatifs dans un bassin versant qui est très très amoindri, et en bas, on a des villages qui n'avaient plus d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait des usages de l'eau en fait? Et est-ce qu'ils vont pas te dire, non mais nous, enfin, je sais pas, comme le golf, où je suis pas allé jusqu'au bout des arguments et des chiffres de part et d'autre, j'ai juste pas le temps ni même la compétence. Mais est-ce qu'ils vont pas dire comme le secteur du golf, non mais on pèse un pouillème, occupons-nous déjà de l'agriculture, de tout ce qui pèse beaucoup plus. En plus, nous on fait plus d'efforts, etc. Bon, enfin, je suis incapable de dire combien pèse le ski dans, on va dire dans. Alors, à échelle nationale, les moyennes sont très trompeuses, donc c'est pas le but. Mais à l'échelle d'un territoire comme celui que tu viens de citer, qui est sous stress hydrique, est-ce que le ski va véritablement peser lourd dans le bilan hydrique global du territoire, ou est-ce que c'est plutôt symbolique? Et je ne dis pas que les symboles n'ont pas d'importance, effectivement, en contexte de stress hydrique, qui est on va dire, des loisirs qui augmentent la tension, ça pose quand même des problèmes d'exemplarité, etc. Mais est-ce au-delà du symbole, est-ce que ça pèse lourd dans la balance, quoi? Oui, ça pèse lourd. L'eau pèse lourd. On estime dans les Alpes du Nord que la consommation en eau pour les domaines skiables, c'est environ, ce sont des chiffres qui sont assez récents, 20 millions de mètres cubes, qui est la consommation d'une ville comme Grenoble, par exemple, avec les taux de couverture en neige artificielle dont on a parlé précédemment, sans prendre en compte qu'aujourd'hui, on est dans un processus d'augmenter les taux. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour moi, ce n'est pas du tout anecdotique, en fait. Ouais, Et donc c'est une ce ville que comme disent, en Grenoble et fait, ils veulent à terme, je sais pas, doubler, pas juste augmenter de 10%. Ils veulent, non, non, quand tu on dis parle de aujourd'hui c'est, je sais pas, un tiers, un peu plus d'enneigement artificiel, si l'idée c'est de rejoindre à terme, je sais pas, des taux comme la Suisse, c'est qu'on veut doubler, quoi. Enfin, oui, on veut atteindre 70%. Oui, on est à 30 points, hein, 30 points de plus. On est à mm. 38 actuellement. Oui, oui, non, c'est pas anecdotique parce que même si technologiquement, on va avoir des machineries qui sont moins consommatrices, il faut de l'eau, en fait, hein. C'est ce que Pour j'allais un mètre demander. cube. Est-ce que la neige de demain sera pas un peu plus efficiente en termes de consommation d'eau, je sais pas, par mètre cube de neige Bah, produite que... peut-être. Ouais. Mm. Peut-être que c'est mieux qu'il y a 30 ans. Peut-être qu'on est moins bien que dans 30 ans. Mm. Actuellement, pour un mètre cube, avec un mètre cube d'eau, on fabrique à peu près 2 mètres cubes et demi de neige. C'est à peu Mhm. près le ratio. Peut-être qu'on va arriver à optimiser cette gestion de la ressource. C'est juste qu'est-ce qu'on fait de cette ressource en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Puisque de toute façon, c'est de l'eau qui manque aux écosystèmes. Ouais. Et puis l'eau n'est pas de toute façon rendue à la nature. C'est faux. Et puis la neige a un impact aussi. La neige artificielle a aussi un impact sur la biodiversité, sur tout un tas de Mm. choses. Donc en fait, c'est juste qu'est-ce qu'on fait de cette ressource en eau qui est aujourd'hui contrainte et comment on communique à la population qu'il va falloir faire des efforts de consommation et d'usage de l'eau alors qu'on utilise cette eau pour des usages récréatifs pour, je rappelle toujours le chiffre, mais 7% des Français qui skient. C'est juste ça en fait. Ouais. Comment on fait? C'est un choix sociétal, oui, effectivement. J'ai plein de questions en tête. Peut-être, hum, à un moment, j'aimerais bien qu'on parle de la question de l'électricité, qui pèse de plus en plus lourd aussi dans les bilans, ou plutôt dans les comptes des résultats des stations de ski, parce qu'on a aussi des contraintes énergétiques. Bah tiens, passons-y maintenant. Allez. La question de l'électricité. Comment est-ce que cette économie du ski, des remontées mécaniques et aussi peut-être d'autres acteurs a traversé la crise énergétique de l'an dernier, peut-être pas que sur l'électricité, mais le gaz, le pétrole, enfin tout le prix des énergies a augmenté en 2022.
Bah, très dur, effectivement, hein, on se trouve sur le net quand on cherche quelques consommations de stations de ski, de grands équipements. Je sais que les grands acteurs du ski, les domaines skiables, les exploitants ont effectivement bien tiré la langue l'année dernière. Euh, alors, encore une fois, quelquefois, tout ça est bien minimisé parce que les équipements, on va dire, sont de mieux en mieux d'un point de vue consommation. Donc, pour les mêmes équipements, on peut consommer beaucoup moins si on investit et qu'on met des équipements beaucoup plus performants. C'est juste, en fait, est-ce qu'on continue l'escalade? Par exemple, aujourd'hui, pour être performante, une station de ski investit dans des remontées très performantes. On parle de matériel qui monte les gens très très vite en haut avec plusieurs sièges qui sont extrêmement consommateurs d'énergie. Afin de faire un effort sur la consommation, les domaines skiables, très globalement, l'exploitant a dit on va ralentir les remontées mécaniques. Alors, est-ce qu'il faut continuer à investir dans des machineries qui montent les gens de plus en plus haut et de plus en plus vite pour avoir un maximum de passages et donc un maximum d'usagers, et en même temps se dire que pour pouvoir, on va dire, payer la note, on doit ralentir ces machines. C'est super antinomique en fait, c'est complètement fou. Et effectivement, il a été question l'année dernière que les domaines skiables de France aillent discuter à l'Assemblée nationale pour demander un bouclier tarifaire Mhm. parce que la note est trop salée. Et que effectivement les acteurs sont inquiets et à juste titre. Ils ont obtenu Alors gain on de cause? entend, non, pas vraiment. La question se pose encore parce que c'est pas un épiphénomène, hein. On est en crise énergétique qui n'est pas une crise parce que ça va durer. Qu'est-ce qu'ont compris les domaines skiables de France et les stations? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on leur a dit? On ne sait pas trop. Il y en a qui arrivaient en fin de contrat, qui ont dû renouveler, qui sont un peu tombés de par terre. D'autres ont encore 1 an ou 2 là pour renégocier leur contrat et donc passer sur des tarifs actuels plutôt que négociés il y a quelques années. Je suis très 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 curieuse de voir comment ça va se passer parce que c'est un souci effectivement majeur. Hmm. J'aurais tendance à me dire, est-ce qu'ils peuvent pas passer le surcoût dans les forfaits? En face, ils ont une clientèle qui a Oui, relativement d'argent, mais je me rends pas compte combien de clients ils perdraient en faisant ça, mais bon, bref, j'imagine que bah, en fait, on peut toujours, tout ce qui est de toute façon investissement dans des infrastructures, canon à neige, on va dire matériel super efficace ou j'en sais rien, de toute façon sont répercutés sur les prix des forfaits. Parce qu'il y a un moment, il faut que ce soit rentable pour l'exploitant, et c'est normal, c'est son business. Ouais, Mais il y a un moment, jusqu'où c'est rentable? ouais, ouais, Peut-être que la fin de certaines stations, probablement, ça va être un problème de rentabilité, hein, tout peut-être. Ouais. simplement. Parce qu'à un moment, quand on paye 72 euros un forfait, on veut le service qui va avec. Donc, si le service est dégradé parce que les remontées iraient plus doucement, est-ce que ça vaut 72 euros, par exemple? La question se pose. Quelqu'un qui effectivement est prêt à mettre ces prix-là dans un forfait de ski pour une journée, est-ce qu'à un moment, il ne va pas se déporter vers ce qu'on appelait tout à l'heure, on parle de compétitivité, vers la Suisse, qui offre déjà ce service à ces prix-là? À voir hein, comment va se comporter la clientèle. Il y a Ça, c'est un aussi une sujet, oui. limite foncière, j'imagine. Alors, on va parler aussi des implications immobilières de tout ça, mais j'imagine le prix de la nuitée avec la pression foncière augmente. Donc, là aussi, bah, si le foncier augmente, il faut bien repasser le surcoût dans le prix de la nuitée. Donc, là aussi, on doit aller chercher une clientèle de plus en plus aisée. Mais avant de passer à l'immobilier, c'est justement des forfaits de plus en plus chers, en général des séjours de plus en plus chers. Pour continuer à faire de la croissance, il faut aussi aller chercher une clientèle de plus en plus aisée, venant de plus en plus loin. D'ailleurs, si j'ai bien compris dans notre épisode précédent, ça faisait partie de ta mission, dans ton emploi précédent, à faire venir jusqu'à de Chine. Donc n'allez pas au Japon, venez plutôt skier en France. Je caricature pas en disant ça, je pense que Mm. c'était le genre de mission que tu avais avant. Donc, si j'ai bien compris, la croissance juste française depuis longtemps ne suffit plus. Même la croissance européenne ne suffit plus tant que ça. Il faut aller chercher des Russes, des Saoudiens et maintenant des Chinois. Bon, bah, les Russes, on a vu, j'imagine aussi que ça s'est un peu répercuté sur l'activité, hein, le fait qu'on se fâche avec la Russie. Si demain on se fâche avec d'autres pays, l'Arabie Saoudite ou que sais-je, bon, bah voilà. Là aussi, et puis bah, ça pose un problème d'avion, de pétrole. Il faut faire venir ces gens. Donc, je raconte pas trop de bêtises en disant ça aussi. C'est une autre part de la course en avant, ce que je dis. Et La oui, fuite en bah avant, parce qu'en pardon, fait, la fuite en en avant. fait, oui, la fuite en avant. En fait, effectivement, quand on perd une clientèle,
qui est en France la clientèle de proximité, parce que tout devient trop cher, parce que c'est une activité qui devient trop chère dans sa globalité. On continue à vouloir effectivement garder la même masse et on la trouve à l'étranger. Et plus on monte en gamme, et on monte en gamme parce que les prix augmentent, plus on va chercher par appétence cette clientèle internationale qui est du coup haut de gamme puisqu'elle vient de loin et qui du coup veut des services bien plus élevés que ce que pourraient peut-être vouloir des Français. Et c'est complètement fou parce qu'on sait qu'on doit décarboner, on sait qu'on doit décarboner, le mot il est là, on n'a plus le choix, mais on a des stations qui tournent aujourd'hui avec plus de 70-80% de clientèle étrangère qui viennent par avion, hein. Ah oui, Parce quand que, même. parce qu'on a plus le choix, Certaines parce qu'il y stations, a pas en ces, moyenne française, certaines stations sont à 80% de non, clients étrangers. certaines stations, Ouais, et même les petites stations, hein, les petites stations qui sont pour moi plus des villages, ouais, aujourd'hui, plus elles montent en gamme, plus elles perdent même leur clientèle de proximité, et plus du coup elles compensent en disant on va attirer cette clientèle internationale. Il y a encore énormément de stations de ski aujourd'hui qui partent en workshop à l'étranger, hein, Brésil, Chine, Japon, pour capter ces gros tour opérateurs étrangers et leur vendre les domaines skiables qui sont chez nous. Donc, ouais. c'est de capter cette clientèle le plus possible. Il y a des modèles d'hébergement, pour ne pas le citer, le Club Med, hein, qui attirent uniquement, principalement une clientèle étrangère lointaine. Hmm. Principalement. Et à la limite, on dit Club Med, finalement, mois de janvier, saison creuse dans les Alpes, comment on remplit? Et ben, le Club Med dans les Alpes, certains Club Med dans les Alpes en mois de janvier sont remplis à 80, 70-80% par des Brésiliens. Donc, ils ont un marketing fort, une com forte qui fonctionne à l'étranger, sauf que on ne devrait plus le faire, en fait. On ne doit plus baser son modèle économique sur une clientèle étrangère qui vient de loin, qui carbone et qui participe à la montée en plus en gamme de nos stations, qui font que c'est un peu le chien qui se mord la queue en fait. On Hmm. monte en gamme, on va chercher la clientèle haut de gamme qui elle-même fait monter en gamme, et etc. Hmm. etc. On, C'est on- triste. on sait dire si les Français, eux, skient de moins en moins aussi? On a les Oui, chiffres, ouais. oui, il y a les chiffres de l'INSEE qui étaient parus. D'ailleurs, il y a une grosse polémique d'interprétation entre, par exemple, Eric Adankewicz qui avait décortiqué et puis les domaines skiables de France. Oui, on perd régulièrement quelques points ou dixièmes de points, sachant que uniquement 7% des Français skient. Quand on perd la clientèle, ça se voit vite. C'est une clientèle qu'on n'arrive pas à récupérer parce que les prix continuent à monter. C'est clairement une perte de clientèle qui est due à l'inflation, au pouvoir d'achat, très clairement. Les Français qui peuvent s'offrir le ski aujourd'hui continuent, c'est un marché de niche, hein, continue. On compense effectivement le manque, on va dire, de clientèle de proximité par la clientèle internationale. Hmm. Mais les villages en montagne se dépeuplent, hein. Donc en fait, on Ah oui, continue à construire des lits, mais pour des villages qui se dépeuplent. C'est clair. Pratiquement tous les il y a villages de moins en moins de aujourd'hui, locaux, c'est ce que tu stations, dis. se dépeuplent à l'année. Oui. Ouais. Donc on a des chantiers gigantesques dans des stations pour des populations qui aujourd'hui ne peuvent plus s'offrir de vivre chez eux ou de se dire je vais vivre en moyenne montagne parce que la vie serait plus agréable. C'est pas possible. Ouais. Mais même, on va dire, comment dire, les habitants de Chambéry ou Bourg-Saint-Maurice, etc., ils sont pas, enfin, ils sont pas en train de, parce que eux, ils peuvent accéder assez facilement au ski ou je sais pas, au restaurant pour aller y bosser, etc. C'est à quelques, je sais pas, quelques dizaines de minutes de voiture. Justement, ces communautés-là, qu'est-ce qu'elles disent de tout ça? Je veux dire, bon, c'est leur boulot, c'est aussi pour beaucoup un loisir. Eux, pour le coup, ils ont toujours été là, ils n'ont pas besoin de prendre l'avion pour y aller. Ils ont aussi des forfaits à moindre prix, j'imagine. Ils prennent des abonnements qui fait que, enfin, ils payent pas les mêmes prix. Mais est-ce que eux, ils commencent aussi à être exclus de cette montée en gamme ou au contraire, ils continuent de s'y retrouver? Voilà. Bon, Tu, question ouverte tu sur veux comment dire ces communautés vivent les transformations en cours. Voilà. tu veux dire les locaux? Oui, oui, oui. Oui. En fait, les locaux, les habitants des villages aujourd'hui, les villages stations. Donc on a dit les villages aujourd'hui en station, les stations de ski ou les villages stations.
perdent régulièrement chaque année des habitants. C'est clair. Ils perdent des habitants parce que les habitants ne peuvent plus s'offrir de rester à vivre chez eux parce que trop cher, on ne peut pas se loger. Tout simplement, Ouais, le logement n'est plus accessible. Ils descendent en vallée. Ils descendent, si on voilà. n'est pas propriétaire aujourd'hui d'une riche famille qui est propriétaire terrien et qui a fait un petit peu fortune en station, on s'en va en fait aujourd'hui. Et c'est un petit peu le sujet en village-station, mais également dans les villes alpines. Hein. À Annecy, par exemple, la problématique est exactement la même. On parle beaucoup de ruissellement de l'économie du ski. Ouais. Faut croire au ruissellement déjà. Mais si on y croit, allez, bon, moi je pars du principe et j'essaie d'y croire. S'il y avait un ruissellement d'une économie quelconque qui permettrait de faire vivre des stations, des locaux en station, c'est pas le ski. Un moniteur de ski ne peut pas vivre, s'il n'est pas local de l'étape avec du bien, ne peut pas vivre dans sa station. Exemple Chamonix. La plupart des guides habitent en vallée. Donc ça ne veut pas dire, est-ce que c'est un exemple de se dire qu'une économie qui emploie énormément de personnes ne peut pas, même pas loger les personnes qui font travailler. Hmm. C'est un vaste sujet. En Tarentaise, en Haute-Tarentaise, les gens habitent plutôt à Bourg-Saint-Maurice, font les navettes. Ouais. À Chamonix, les gens vont habiter en vallée de l'Arve. Dans les Aravis, les gens vont plutôt habiter, on va dire, entre Annecy et les Aravis. C'est un vaste sujet. Donc, il Mais n'y a s'il pas. n'y avait pas cette Est-ce que c'est. économie-là, ils pourraient même pas vivre en vallée. Il y aurait juste, pour eux, pas de boulot. Il faudrait qu'ils aillent vivre ailleurs en France. Enfin, sauf à ce qu'on arrive Eh à ben, ça dépend. reconvertir l'économie. Mais Oui, voilà. Après, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à un jeune moniteur ou apprenti moniteur qui Mhm. rentre à l'ENSA à Chamonix pour être moniteur? Alors ça aussi, ça m'interpelle. J'étais Ouais. invitée début janvier à l'ENSA à Chamonix pour discuter justement de l'avenir des métiers de la montagne, par exemple, guide, futur moniteur. Et puis, devait inviter un journaliste et puis un monsieur qui vend plutôt le concept de dire il n'y a pas de problème, qui travaille, moi j'appelle ça pour les lobbies du ski. 2, 3 jours avant la conférence, le journaliste et moi, on a été écartés, c'est-à-dire que les élèves apprentis moniteurs n'avaient que le lobby du ski devant eux. J'ai vu la conférence derrière parce qu'elle a été enregistrée. Il n'y a pas de problème. On dit encore aujourd'hui, dans ce genre d'école qui forme des futurs moniteurs, ne vous inquiétez pas. Technologiquement, on va arriver à faire de la neige. On a encore quelques années devant nous, 20, 30 ans. Ouais. Alors, il y a des jeunes qui ouvrent leurs écoutilles un petit peu ailleurs, qui regardent d'autres médias, qui sont un peu curieux ou qui font partie des milieux socio-économiques où on réfléchit un peu plus loin que ça. Mais la plupart, qu'est-ce qu'on leur dit? Tout va bien, hein. Et ça, c'est pas normal, en fait. Donc, comment est-ce qu'on forme nos moniteurs aujourd'hui? Moi, je dirais encore à la vieille école. On va s'occuper de tout. C'est hyper surprenant. J'avais donné une conférence là, dans une école il n'y a pas très longtemps où 2 jeunes filles sont venues voir à la fin. Elles sont apprenties monitrices, une aux Arcs et l'autre à Courchevel. Une voulait être stagiaire pour Résilience Montagne et j'étais surprise parce que j'avais l'idée du moniteur qui est dans son truc, on ne change rien. Et en fait, elles étaient juste outrées parce que leur disaient leurs ESF respectives en début de saison. On ne parle pas de la ressource en eau aux clients. S'il y a des questions, on demande aux clients d'aller voir plutôt la mairie ou l'office du tourisme. Tout va bien, on s'occupe de tout, ne vous inquiétez pas. Le Mhm. but est Mhm. qu'on remplisse et qu'on fasse carton. Et à la limite, on comprend, hein, le business est monté comme ça. Mais on ment, en fait. On ment au métier du ski, aux futurs moniteurs. On leur ment. Mhm. On y a fait plusieurs allusions, mais le sujet de l'immobilier. Alors là, Mm. j'imagine que c'est un vaste sujet, mais et j'imagine surtout qu'ils basent leur modèle économique parce que quelqu'un s'engage à ce que l'investissement fonctionne sur, bon, je sais pas, c'est 20 ans ou 30 ans pour retrouver ses billes, mais que c'est le même pari, c'est-à-dire il y aura les technologies pour, etc. Sans quoi, enfin concrètement, sans le modèle rentable du ski avec tous les besoins qu'on a cités, voilà, aller chercher une clientèle de plus en plus haut de gamme, de plus en plus loin, etc. Donc il faut que tout cela se poursuive pour que le modèle immobilier lui aussi tienne. Et on parle comment dire, d'immeubles qui sont inoccupés aussi la majorité de l'année. Donc c'est un modèle quand même assez particulier qui peut paraître assez fragile, mais où là aussi les acteurs voilà, font certains paris sur l'avenir. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Eh bien, on peut dire que aujourd'hui, les montagnes françaises, malgré tout ce qu'on sait du réchauffement climatique, sont un vaste chantier à ciel ouvert. C'est incroyable, il y a une Il y a des grues frénésie partout. immobilière. Voilà, il y a une frénésie immobilière qu'on voit partout. Sont prévus des milliers de lits en montagne. En Tarentaise, sont prévus d'ici 2030-2035 plus de 40 000 lits touristiques. Dans la vallée des Aravis, près de 10 En 000 lits plus touristiques. ou en En tout? plus, en plus, Ah oui, à en plus construire, par rapport à aujourd'hui. Ah oui. à construire. Ouais, ouais. Donc, plus de 40 000 lits en Tarentaise à construire d'ici encore 10 ans. Environ 10 000 lits à construire dans la vallée des Aravis, alors qu'on est plutôt en altitude basse. 4 000 lits ou plus dans l'Oisan. Il y avait 23 000 lits environ à construire en Maurienne, mais une association a eu gain de cause en attaquant le schéma de cohérence territoriale et l'a fait tomber, le SCOT, Mm. schéma de cohérence d'orientation territoriale, qui prévoit en fait ce nombre de lits. Une association qui s'appelle Vivre et Agir en Maurienne, avec FNE Savoie, FNE Auvergne-Rhône-Alpes, ont fait la semaine dernière tomber ce SCOT, qui est fou, ce qui veut dire que peut-être qu'il n'y aura pas ces 23 000 lits, peut-être qu'il n'y aura pas de nouvelles, on va dire, liaisons de pistes, peut-être qu'il n'y aura pas de grands projets qu'ils appellent structurants dans la vallée de la Maurienne. Ils vont probablement faire appel, mais n'empêche que c'est très fort. Donc oui, les Alpes sont un immense chantier parce que les schémas de cohérence territoriaux et les plans locaux d'urbanisme, les PLU, sont hyper permissifs pour construire parce que on est dans un pays, et c'est le préfet qui nous l'avait dit fin Mm. décembre, quand le BTP va, tout va. Ouais. Aujourd'hui, on peut acheter des logements secondaires, tertiaires, quaternaires en montagne et récupérer de la TVA. Donc, Mm. les personnes qui peuvent aujourd'hui s'offrir ce genre de logement, qui sont plutôt élevés, récupèrent la TVA sur du logement neuf. Hein. Donc, on a des modèles de défiscalisation, on a des modèles économiques qui encouragent la construction du neuf et le logement neuf plutôt que de réhabiliter l'ancien, qui est tout l'enjeu en fait. On estime, selon le dernier rapport de Ferrari qui a été pondu il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, qu'on a environ 3 400 000 lits en montagne, 3 400 000 lits touristiques. Mm. Sur ces 3 400 000 lits en montagne, on estime que la moitié sont des lits froids, c'est-à-dire loués moins de 3 semaines par an. On va dire écologiquement, c'est normal. Éthiquement, c'est un autre sujet. Donc, on encourage toujours la construction du neuf plutôt que de réhabiliter des logements qui sont hors circuit pour différentes raisons, parce que les leviers fiscaux sont surtout à l'achat du neuf. Ça faudrait arrêter tout de suite, en fait. Une- Aujourd'hui, on devrait stopper les constructions neuves. Stopper, parce qu'on a je- trop. On vient de voir qu'on a la moitié de lits qui est occupé moins de 3 semaines par an. Donc, on devrait s'acharner à remettre sur le marché ces lits-là, en fait. Mhm. Je veux bien insérer une question qui me vient dans ton développement parce que c'est lié. Comment est-ce que ce monde-là reçoit le zéro artificialisation net? Alors, j'ai fait un sondage à main levée à un auditoire pourtant assez conscientisé lors d'une conférence que je donnais samedi dernier et quasiment personne ne savait ce que c'était. J'explique extrêmement brièvement. C'est dans le cadre de la loi climat résilience. Il y a ce dispositif qui est assez révolutionnaire en termes d'urbanisme et de manière de construire. Pour ça, personne n'en parle, mais ça change pas mal les perspectives. Donc, ça dit que globalement, d'ici 2030, pour faire très très simple, les territoires auront le droit de consommer 2 fois moins d'espace que pendant la décennie qui vient de s'écouler, et que d'ici 2050, il faut qu'on soit à zéro artificialisation nette. Ça veut dire que tout projet de construction qui consomme du foncier, et donc des espaces naturels, devra être compensé ailleurs par un projet qui, sur une surface équivalente, rend à la nature, en quelque sorte. Bon, ça c'est 2050, mais déjà rien que l'échéance 2030, divisé par 2 sa consommation foncière en si peu de temps, c'est loin d'être rien. Ça chamboule pas mal de PLU, etc. Et maintenant que tu en parles, je me dis, tiens, le monde du ski, ça doit pas être évident de respecter cette loi. Eh bien, tu veux que je te dise, c'était trop beau pour être vrai. Moi, j'y ai Hmm. cru aussi. Cet objectif en montagne de ZAN, zéro artificialisation nette, certains sénateurs s'évertuent aujourd'hui à faire en sorte qu'il y ait des dérogations pour la montagne Ah oui.
Ah, j'ai pas Et pour, entendu ça parmi les assouplissements. Ouais. J'ai entendu les bâtiments agricoles, les grands projets type autoroute, mais ça. Pardon, je te laisse poursuivre. non, je t'en prie. Oui, pour la montagne et pour les littoraux. Et quand on voit la carte de France des concentrations de lits touristiques, elles sont en montagne. Les points névralgiques sont la montagne et les littoraux. L'Association des maires de France et les présidents d'intercommunalités rechignent et cherchent des excuses. J'avais vu ça sur le site de la Banque des Territoires. On trouve. Alors effectivement, les sénateurs veulent mettre en place des exceptions. Ils veulent exclure 60 000 hectares du dispositif avec les communes de montagne et le littoral, les grands projets nationaux qui seraient les aéroports, et puis ils veulent une refonte du calendrier, effectivement, parce que pour eux, ça va bien plus vite. Donc voilà, la réponse ZAN. Et je suis très Ok, déçue. bah je Effectivement, l'ignorais, j'en apprends tous les jours sur ce ZAN, même si je pense que globalement c'est en train de faire évoluer les choses, mais effectivement en multipliant les dérogations de ce type, ça va moins changer les choses. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ça risque de ne rien changer pour tout ce qu'on évoque là en montagne, quoi. non, il y a une superbe carte qu'on peut trouver facilement. Quand on tape part des résidences secondaires en pourcentage, on arrive sur une carte IGN qui met en avant tous les points vraiment névralgiques de la construction touristique en France. Et on comprend, à vue d'œil, quand on voit cette carte, on comprend pourquoi certains sénateurs veulent faire stopper en fait cette ZAN sur ces points. On est toujours dans un modèle où l'immobilier est le moteur économique de développement. Toujours, partout. C'est on loge les gens, on dit qu'on loge les gens, que c'est noble de loger les gens. Et puis, la manne de l'immobilier, et là, si on parle des économies de ruissellement, phénoménal, effectivement. Combien de personnes aujourd'hui travaillent pour l'immobilier? Quel est le PIB de l'immobilier? Je n'ose même pas imaginer. Donc aujourd'hui, on, on a ces demandes d'exclure ces territoires qui sont pourtant la montagne et les littoraux, on va dire, les fragiles, où il y a de la biodiversité, où on parle même de montée des eaux sur certains littoraux, où on va continuer à bâtir ici, en fait. Ouais, on a beaucoup parlé de. Alors, on a commencé par les conflits d'usage autour de l'eau pour aussi avoir une vision plus globale de tout cet univers de la montagne et pas que du ski. Puis, on est parti dans la deuxième partie de notre échange, pas bien en tête, mais on est parti sur le ski et on a pas mal parlé, et à raison, parce qu'au final, tout ce monde-là, il tourne essentiellement autour du ski. Tout ce qu'on vient de dire, l'immobilier, le transport, les moniteurs, les restaurants, les autres. Enfin, tout ça, ça tourne essentiellement autour du ski et on n'a pas de modèle pour le moment aussi rentable qui permettrait de tirer, de faire ruisseler, comme on dit, de toute cette économie. Néanmoins, est-ce qu'on peut quand même imaginer des adaptations, alors voilà, peut-être pour prendre le dernier quart d'heure de notre échange sur et demain, si on arrête, je ne sais pas si on peut parler de course folle, mais un petit peu, et puis après tout, il y a des stations qui passent à autre chose. C'est quoi les leviers d'adaptation? Et avant de revenir à la fin de ma question, je me rappelle plus. Bon, bah, je vais te laisser. Et si ça me revient, je te le dirai. Oui, ça viendra, je suis sûre. Alors, on me traite toujours d'éco-terroriste quand j'arrive. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce qu'effectivement, Ouais, tu t'es reçu des menaces eh de mort aussi, je bien, pense. Bon, voilà. Bon, bah oui. parenthèse Mais refermée, mais bon, ça ne doit pas être après, tous les jours marrant. Ouais. a priori, a priori, ça fait partie du lot des gens qui sont pas d'accord, mais c'est pas grave. Je pense que je fais rien de mal. Mais effectivement, aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est la décarbonation de la montagne et de la société. Donc, quand on a dit tout ce qu'on a dit avant, qu'est-ce qu'on devrait faire? J'éteins mon téléphone, pardon. On devrait se décorréler du tourisme. On ne devrait plus dire que certaines vallées, certains villages, certaines stations ne vivent que parce que elles ont une activité touristique énorme. Surtout que, comme on l'a vu aujourd'hui, on perd énormément de clientèle proche et on va la chercher plus loin. On devrait se décorréler du tourisme parce qu'il est hyper dangereux de dépendre aujourd'hui de cette activité puisqu'elle est en danger physiquement. Et en plus, cette activité du tourisme,
elle est corrélée à une mono-activité qui est du ski, qui est double danger. On devrait le faire. Pour ce faire, on devrait arrêter de construire. On devrait arrêter de construire des logements touristiques, puisqu'on en a trop. On l'a vu avant dans la présentation, trop de logements touristiques. On arrête. Ça tombe bien, les écosystèmes ont besoin de respirer. On arrête de construire. On estime qu'on a assez de logements. Pour que, quand on se décorrèle du tourisme, on se dit on doit repeupler des villages à l'année. Il faut absolument que ces villages qui se vident retrouvent une activité un peu plus pérenne, différente du tourisme, et donc rattraper des habitants qu'on a perdus, probablement avec de la fiscalité. Si on défiscalisait l'achat des logements anciens plutôt que le neuf, et si on défiscalisait la rénovation énergétique de ces logements-là, qui est un vaste enjeu aussi, peut-être qu'on attirerait des gens qui se disent, plutôt que d'habiter en vallée où on va cuire finalement, je vais habiter plus haut, peut-être dans des logements plus petits, mais avec une qualité de vie agréable, et on recrée une activité économique ou artisanale. On devrait le faire. On ne devrait plus couper les forêts, ce qui est hyper important. Nos forêts aujourd'hui en montagne sont les stocks stratégiques de carbone. Aujourd'hui, on doit stopper la déforestation et le déboisement. Pour ce faire, on doit mettre en place une gestion forestière adéquate, complètement adéquate. Nos forêts meurent parce que trop chaudes, il y a des champignons. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on laisse la montagne s'envager toute seule? Il y a plein d'études qui existent aujourd'hui. On doit arrêter de démolir ces forêts. Et ces forêts sont nos stocks stratégiques de carbone, mais quand on déboise une forêt, on assèche les sols aussi. Donc, on modifie aussi les cycles de l'eau. On doit définir un usage de l'eau qui intègre des priorités et une hiérarchie. Agriculture, habitation, usines hydroélectriques, récréation, le ski en fait partie et d'autres. Aujourd'hui, on devrait faire ça. On devrait, aujourd'hui même, stopper les investissements qui confortent le modèle du ski. On fait avec l'existant. C'est là, il faut peut-être le rentabiliser, mais on arrête de s'endetter pour se créer de la dette ou qu'on devra rentabiliser d'ici 30 ans. On arrête les investissements du ski. On oriente les subventions qui nous confortent dans le modèle vers d'autres choses. On fait des tests marchés. On met les gens autour des tables, les socioprofessionnels, les agriculteurs, les habitants, les moniteurs, les forestiers, tout le monde autour de la table. Qu'est-ce qui serait, en fait, notre territoire de montagne rêvé, imaginaire? Et puis, on laisse aller. Puis après, on recentre et on se dit, mais dans quel pays on a envie d'habiter? Pays au niveau de la montagne. Et tout ça, c'est pas encore fait. On devrait sanctuariser les glaciers pour moi. Urgence. Puisque ce sont nos stocks d'eau potable, est-ce qu'on doit encore aller mettre les pieds là-haut, sachant qu'ils sont en danger? Peut-être pas. Peut-être qu'il faut sanctuariser les glaciers. Et puis peut-être qu'il faut un conservatoire national de la montagne, au même titre qu'il y a un conservatoire national du littoral, où on met encore une fois des gens autour de la table pour définir ce qui se passe sur ces territoires de montagne qui sont dangereusement impactés par le bouleversement climatique et qui ont une biodiversité qui aujourd'hui est vraiment en danger. Et quand la biodiversité est en danger, alors on met en danger les habitants. On doit arrêter de penser la montagne récréative parce qu'il y a des gens qui y habitent. Il y a d'abord des habitants à qui l'on fait croire que tout va bien. Mmh. Et c'est un Ce que, vaste sujet. ce que- ce que je voulais dire, mais revenu, c'est que beaucoup voire la moitié des visiteurs ou des touristes ne skient pas. Alors, peut-être qu'ils ne viendraient pas s'il n'y avait pas de neige artificielle, peut-être qu'ils ne viendraient pas s'ils n'avaient pas un compagnon ou un membre de leur famille ou des amis qui, eux, skient. Mais ils font bien quelque chose. Donc, enfin, ouais, ça pose la question de. Il va quand même y avoir des activités de loisirs, été comme hiver, demain, du moins on peut l'espérer, parce que la montagne est belle. Les stations qui se reconvertissent ou qui font leur deuil, on va dire, du modèle ancien, elles vont vers quoi? Est-ce qu'elles se disent, bon, bah, on va se dépeupler, tant pis, notre économie va décroître et les gens vont aller vers ailleurs où il y a du boulot? Est-ce que, voilà, comment ils planifient tout ça? Parce que ça se fait pas non plus du jour au lendemain, même si certaines ferment assez brutalement des fois, hein, je vois. Alors, c'était peut-être pas une grosse part de leur activité, c'était peut-être des petites stations, mais quand même, du jour au lendemain, en assez peu d'années,
ils décident de fermer. Donc, quel retour d'expérience on a sur ça? Parce que finalement, c'est peut-être des éclaireurs aussi. Oui, ce sont des expérimentateurs. Il n'y en a pas beaucoup, hein. En fait, on doit effectivement planifier le plus possible pour éviter la fermeture soudaine qui fait de la casse, en fait, parce que effectivement, quand ça ferme soudainement, on laisse des gens sur le carreau. Donc, il va falloir planifier tout ça. Il y a une station en France qui a passé le cap et vraiment quelqu'un de incroyable dans la démarche. C'est Olivier Erard à Métabier, dans le Jura. Ils ont pris carrément le tournant de dire on met tout le monde autour de la table, comment on fait? Et il l'expliquera mieux que moi. Je t'invite vraiment à le rencontrer. Il est exceptionnel dans sa démarche. Parce que ce qu'il dit, c'est que quand il a commencé à discuter avec tous les acteurs des villages et de ce microcosme du ski dans sa région, il n'y a pas de modèle économique écrit qui existe. La page est blanche. Donc tu vends pas du rêve en fait. L'idée c'est de partir à partir d'une page blanche sur qu'est-ce qu'on fait à cet endroit précis. Et selon les territoires, on ne fait pas les mêmes choses. Donc lui, il a en tête beaucoup d'expérience. Les gens, certaines catégories socio-professionnelles ont réussi à se projeter dans autre chose. Il a aussi eu des bâtons dans les roues, mais normal, ça fait peur. Hein. Donc Métabier est vraiment une station qui a amorcé ce changement. Aujourd'hui, dans nos stations françaises, dans les Alpes du Nord, il y a beaucoup de volonté, et moi j'appelle ça du marketing et de la communication territoriale, mais il y a rien de bien précis qui est parti, puisque le plan de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on parle de gouvernance politique, c'est bien d'augmenter les taux de couverture en neige artificielle. Et les élus et la gouvernance économique sont là-dedans, en fait. On leur promet des subventions pour conforter le modèle du ski. Et c'est là que c'est triste. Et alors, à contrario, je me mets à la place de ces élus et de ces exploitants. Il est hyper difficile philosophiquement de se dire je dois amorcer une transition ou une transformation du modèle alors que l'activité rapporte encore beaucoup d'argent. Bah oui, Comment là-dessus, moi je suis plutôt En fait, compréhensif, quoi. C'est beaucoup oui, d'argent de gens riches, quoi. Donc, et comme on trouve pas de ouais, modèle mais il y a une alternatif qui soit dichotomie. aussi, on va dire, rémunérateur ou même créateur d'emplois, pour le moment, Il y hein. a une sacrée dichotomie à dire je dois changer. T'imagines, t'es patron d'une boîte, tu dis je dois changer ma boîte alors que chaque année tu bats des records de chiffre d'affaires. Bah oui, tout T'as va pas bien. trop envie, Enfin, bon, t'as les pas trop indicateurs envie de croire environnementaux qu'il sont faille pas top, changer. mais les indicateurs économiques vont bien, quoi. Bah, en fait, voilà. Et là, c'est un sujet aussi. Juste pour ce que je trouve intéressant, c'est que la Cour des comptes 2018 informait qu'il fallait changer le modèle du ski dans les Alpes du Nord le plus vite possible ou s'adapter rapidement face aux aléas climatiques qui grandissaient. Cette même Cour des comptes indique que le business de la montagne, globalement, c'est, on va dire, c'est 9 milliards d'argent, rapporte 9 milliards d'argent, 9 milliards de flux financiers. C'est beaucoup d'argent. Mais quand on décortique ce rapport de la Cour des comptes, c'est 9 milliards, c'est 4 milliards, on va dire, l'hiver, et 5 milliards l'été. Donc, quand on dit qu'on diversifie la montagne, l'été rapporte déjà plus, sauf que ça va pas dans les mêmes caisses, en fait. C'est juste comment on répartit cet argent, qui s'en met plein les poches, qui galère, qui ne galère pas. Donc, on va dire, On l'activité peut s'arrêter économique là-dessus, j'avais jamais estivale entendu. fonctionne. Pardon, est-ce que c'est Oui. 5 milliards, quoi, de retombées économiques, l'été? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, ça y est. Oui, excuse-moi. Est-ce qu'on peut un peu s'arrêter là-dessus? Enfin, les 5 milliards de l'été, ça représente quoi? 5 milliards, en fait, on va dire de flux financiers. Il y a 9 milliards. On va dire que l'économie de la montagne, globalement, c'est 9 milliards. Ouais. Et quand on fouille le rapport de la Cour des comptes, on estime que de ces 9 milliards, 4 sont directement issus du business de l'hiver et 5 de l'été. Ah ouais. Bah dans ce cas, Voilà. il y a déjà pas mal de chemin de fait.
Ben, ça veut dire que quand on dit qu'on doit diversifier, sauf que juste, je, je pense que en fait, ça ne va pas dans les mêmes caisses, dans les mêmes Mm. comptes. On ne parle pas d'exploitation, de remontée mécanique ou à la marche, puisque ne fonctionnent pas toutes, quoi, en fait. Donc, oui, c'est juste comment on fait, en fait. Ok, Comment on fait, dans quelle caisse ça va. Et ça, c'est vraiment un rapport de la Cour des comptes. On le trouve assez facilement, hein. d'accord, d'accord, d'accord. Non, mais c'est intéressant, j'avais jamais entendu parler Oui, de c'est ça. intéressant. Ok. Bien. Bah, écoute, non mais merci beaucoup. On a fait un beau tour d'horizon, soit sur les sujets d'adaptation. Bah, en parlant de ça, on va voir aussi quelle réflexion il sort à la demande de Christophe Béchu de s'adapter à une France à plus 4 degrés, parce que bon là, on peut quand même imaginer qu'à plus 4 degrés, il n'y a plus masse de ski, quoi. Enfin, donc bon, il va bien falloir Bah ouais, puis bah, ça apporter une sera le cadet réponse. skier, ce sera bien le. Ouais, et à 4 degrés, j'imagine que le cadet des soucis des gens, ce sera d'aller skier, ça j'imagine bien. Oui, rien que le Après, monde dans j'ai lequel on bien. sera, voilà, mais même, quand bien même ce sera encore au top de leur priorité d'aller skier, ça risque d'être difficile, quoi. Euh, Après, c'est pour ça qu'en fait, il faut parler planification et anticipation, et il faut dire la vérité aux gens des territoires de montagne. Parce qu'en fait, ce qui est largement répété et su dans certains milieux bien pensants, etc., on ne parle pas du tout de la même chose en montagne, hein. On rencontre encore énormément de climato-sceptisme, de déni, de mensonges. Le cas de la Clusa actuellement, c'est un cas d'école, hein. ouais. On ne croit pas aujourd'hui qu'on doit entamer une transition urgente dans cette station. Et Hmm, ce qu'on entend dans le village, c'est pas génial, génial, hein. hmm, C'est hmm, vraiment. Les gens ont des doutes encore. hmm, hmm. Les Non, gens ont non, des doutes. bah, Et je les effectivement, comprends parce que ça fait mal. ouais. Non, non, bah, dans ces affaires-là, je pense malheureusement, il faut être extrêmement patient. Bon, moi, je m'y intéresse depuis une vingtaine d'années et je m'étais dit, bon, bah, dans 20 ans, quand le réchauffement climatique sera un peu visible dans notre quotidien, voilà, on remettra des choses en question. Bon, maintenant, on est aujourd'hui, oui et non, on va dire, ouais, mais donc, on est probablement reparti pour un tour de 20-30 ans pour que vraiment, vraiment, on n'ait plus trop le choix. Bon, et encore, on va encore trouver des moyens de prolonger le business as usual. Mais oui, il faut être très. Même Ouais. si ça Il y a s'accélère, un les très. choses vont évoluer vraisemblablement lentement. Et malheureusement, pendant qu'on attend d'évoluer, on génère encore plus de casse. Donc là, on a donné des exemples, des problèmes sur l'eau, des problèmes où on émet encore plus de CO2 avec les avions, etc. Bref. Je Et crains, oui. hélas, que ce ne Et, soit ainsi. euh, et quand on entend que toute cette actualité qui nous dit que on va pas perdre trop de masse touristique qui vient de l'étranger parce que l'avion propre arrivait. Ça, on l'entend aussi pas mal, hein. Les Ah gens oui. attendent l'avion propre. Ça, on l'entend. C'est dit par des grands patrons d'entreprises qui sont des gros exploitants. L'avion propre va débouler et on va pas avoir de casse touristique en fait. Les Il y a gens un du monde très de très bon l'aéronautique cahier. eux-mêmes n'y croient pas, hein, donc enfin, moi, je suis bien placé pour le dire sans développer trop, Ouais, mais ouais. bref, bon, déjà, il n'arrivera pas de sitôt, donc pendant les 20-30 prochaines années, on est à peu près avec, bah, on va continuer à gagner en efficacité énergétique, c'est-à-dire émettre moins, chaque année un tout petit peu moins de CO2 par kilomètre d'avion parcouru, sauf que le nombre de kilomètres parcourus augmente tellement que bon. Et Non, le on est jour où d'accord. l'avion propre, effectivement, pourra passer à grande échelle, ça créera des conflits d'usage sur autre chose, c'est-à-dire l'électricité bas carbone qui permet de faire, par exemple, de l'hydrogène ou la biomasse. Bah, il y a de toute façon besoin de quelque chose pour faire du carburant, que ce soit du pétrole, de la biomasse ou de l'électricité, il faut un feedstock. Bon. Mais Bon, oui, bref, mais et tout oui. ça prendrait du temps à expliquer à des gens Et qui, de oui, toute oui, façon, parce que n'ont parce pas que envie de. parce que toi tu l'étudies, ben c'est vrai que parce que tu es dedans, tout ça semble évident, mais c'est pas évident sur certains territoires, dans certains territoires. Il y a un superbe cahier montagne qui existe du Shift Project à lire. Plan de transformation un petit peu de la montagne, on va dire. Donc c'est un peu le plan de transformation adapté à la montagne. Cahier pédagogique montagne, il est vraiment très très bien fait. Manque pour moi le volet immobilier qui est pas assez développé parce qu'il est clé. Aujourd'hui, si on construit plus en montagne, alors on stoppe le modèle net en fait de la de la montée en gamme et du toujours plus. En fait, ce Hmm. qui est triste aujourd'hui, c'est qu'en montagne, le foncier constructible est plus cher que le foncier agricole. Hmm. Hmm. Ça, c'est Hmm. hyper triste. Ouais. Parce qu'on sait que l'enjeu de demain, même en montagne, et encore plus en montagne, ça va être la résilience alimentaire. On n'en a pas parlé, c'est hyper important. On sait qu'aujourd'hui, les territoires de montagne vont être un peu on va dire, les possibilités de grenier à grains des villes d'en bas.
Sauf que le terrain agricole ne vaut rien et que tout le monde espère que l'agricole devienne constructible parce que l'immobilier ramène beaucoup plus d'argent. On sait qu'aujourd'hui, la résilience territoriale en montagne va passer par l'alimentaire. Il faut geler et on ne doit plus aujourd'hui construire sur les fonciers de moyenne montagne qui sont nos futures plantations des villes, en fait. Hmm. Vite. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Je voulais clore sur une question qui est un peu liée quand même. Là, cet été, tu le sens comment au niveau sécheresse avec, voilà, dans les territoires de montagne hein, et on va dire leur interaction avec l'aval. Voilà. Alors déjà, depuis fin mars, début avril, au plein cœur de la Haute-Savoie, pas très loin de chez moi, à 25 km d'Annecy, déjà une ville tellement en stress hydrique qu'elle a gelé ses permis de construire, la ville de Rumilly. En plein cœur de la Haute-Savoie, entre les trois lacs, entre Bourges-Lac du Bourget, Lac Léman et Lac d'Annecy, cette ville est en stress hydrique. Le reste d'eau qui lui reste, on va dire, est pollué par les PFAS. Formidable. N'empêche le maire a décidé de geler les permis de construire parce que stress sur l'usage de l'eau, sur la consommation et sur ce qu'on va en faire. La saison touristique n'a pas démarré encore. On est une région quand même hyper touristique l'été aussi. Hmm. Je le sens très mal parce que il va falloir en fin d'été, comme l'année dernière, remplir les retenues pour permettre un enneigement artificiel à Noël, alors que les cours d'eau sont déjà sur des débits assez bas. À suivre. Hein. Et après, je viens de lire le rapport de Valérie Masson-Delmotte sur le super El Niño qui arrive. Beaucoup de joie et de bonne humeur en perspective. Alors, j'ai pas lu cet Ah écrivain bah, en particulier, mais oui, là, les 2 années qui viennent avec El Niño sont prometteuses. Donc, El Niño qui va se rajouter au réchauffement, donc bah, forcément, c'est-à-dire qu'il faut savoir, quand on dit il va faire plus de degrés, ça veut pas dire que ça va être sympa tous les ans à plus de degrés. Déjà, c'est pas sympa plus de degrés, mais en plus, ça veut dire que les années El Niño, c'est encore pire que lorsqu'il faisait bah, plus 0 degré ou plus 1 degré. Bon, bref. Non, mais on va s'en tenir là, parce que si on ouvre cette porte, mais effectivement, un été qui promet d'être encore sportif eh ben, et encore. il va faire chaud. Les gens vont venir en vacances. On consomme plus d'eau en vacances. On est dans des régions où on va parler d'usage de l'eau l'hiver et l'été. En Haute-Savoie, plein cœur des montagnes, la carte postale est belle, on voit des lacs et des forêts, mais tout ça est en danger de survie, en fait, et de vie, donc nous avec. Ouais, ouais. Donc, ouais. Ouais. Après, à mon grand étonnement, même en Europe, c'est plutôt d'abord l'eau qui semble être en train de couper l'herbe sous le pied du système plutôt que le pétrole. Enfin, il y a 3 ans, même il y a Ouais, 2 ans, tu m'aurais posé la ouais. question. Je dis bah non, ça va être le pétrole, ça va tellement être une descente, enfin contrainte, etc. Bon, pour le moment, pétrole, on va dire ça vacille, mais ça va encore à peu près. Mais l'eau, ça arrive beaucoup plus vite que je l'aurais imaginé, et même manifestement que certains connaisseurs du sujet même eux sont surpris. Donc, écoute, tout ce qu'on dit là, effectivement, les interdictions de construire, les conflits d'usage qui remettent en cause certaines activités économiques, ça vient plus de l'eau que du pétrole pour le moment. Donc, bon. À suivre. Et Merci oui. beaucoup, Valérie. Et à voir. Non, c'est moi qui te remercie, Cyrus. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, à bientôt.